salut tout le monde, merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la culture religieuse. Je suis avec vous Ahmed Hosni, notre invité aujourd'hui, et Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université d'Al Azhar. Dr Kamal, bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer donc la prêche de l'islam, comment être prêcheur, prédicateur, quelles sont les conditions, et surtout, est-ce que prédicateur dans un pays musulman est semblable à un prédicateur dans un pays non musulman? Et d'ailleurs, c'est bien que Dr Kamal Gadallah soit ici, puisque déjà, si j'entre dans votre vie personnelle, vous avez été pendant quelques temps en France, en tant qu'étudiant pour votre doctorat, et puis en tant qu'imam responsable d'une mosquée. La mission de l'islam en France, pour introduire très rapidement, comment l'estimez-vous? En fait, premièrement, le discours doit être échangé en vertu des auditeurs, parce que premièrement, il y a un destinateur et un destinataire, donc d'après l'expression de Gérard Genette, si vous voulez. Donc il faut que le discours soit tout à fait compatible à la manière avec laquelle l'autre partie raisonne et réfléchit. Quand j'étais en France, j'étais doctorant, en fait en même temps j'étais imam d'une mosquée. En fait j'ai découvert plusieurs lacunes en ce qui concerne le prosélytisme musulman, c'est admissible d'utiliser le terme. La prédication de l'islam, elle est tout à fait lacuneuse. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui était, je ne sais pas, un simple ouvrier, donc sans sous-estimer les ouvriers. Sans formation réelle sur l'islamologie. Oui, ils n'ont pas la formation adéquate pour prêcher l'islam. Donc ils pourraient faire recours à n'importe quel manuscrit, je ne sais pas, bien des livres qui peut-être qui ne vont pas au vif du sujet, peut-être qu'ils sont un peu compatibles aux éditeurs dans les pays de l'islam, mais ce n'est pas aux éditeurs dans les pays de l'Occident. Donc il n'y a pas cette maîtrise de la langue française, il n'y a pas par exemple cette maîtrise des spécificités terminologiques du discours. L'islam, oui. Oui, c'est ces modalités discursives qui pourraient par exemple présenter l'islam d'une façon parfaite. Donc il n'y a pas cette interaction avec la société française. On cherche à faire un ghetto en fait pour les musulmans, tout les insérant dans cette cage, si vous voulez, autochtone, même dans les pays qui n'est pas le leur. La France, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas l'Algérie, mais c'est un pays tout à fait développé en ce qui concerne la culture, un pays d'intellectuels et d'intellectualité. Et donc, lorsqu'on veut s'adresser à l'Occident, il faut... Enfin, c'est notre culture. Les pays maghrébins sont aussi des pays intellectuels, mais chacun, je veux dire, a sa manière de... Oui, intellectualité, c'est-à-dire intellectualité qui était basée sur la réflexion humaine, ce n'est pas sur la révélation. Ouais. C'est la grande différence. Ouais. On est des pays qui adoptent l'islam et qui sont largement influencés par tout ce qui est révélation divine, alors qu'en Occident, on a presque éliminé et coincé l'Église dans un coin tout à fait sombre. Maintenant, c'est décoratif plutôt. Et donc, ils ont basé leur conscience humaine européenne sur le rationalisme. Donc, très important, oui. Docteur, pour introduire, adapter le discours. En tout cas, nous allons avoir un petit reportage et commentaires sur ce sujet. Je reviens après ça. Le discours religieux, ancien ou contemporain, possède des traits de caractère communs qui lui donnent son importance. Tout d'abord, c'est une manière de se représenter la réalité qui fait appel à la religion. Le discours religieux s'intéresse aux problèmes humains fondamentaux, cherche à donner un sens à ces problèmes et aborde principalement la question de la justice divine après la mort. Quant aux méthodes de la prédication, il s'avère nécessaire de suivre des règles pour la rendre plus influente. Dans le Coran, on lit « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Si la prédication par la sagesse interpelle l'esprit afin de le convaincre, la prédication par la bonne exhortation interpelle le cœur afin de le sensibiliser.
La sagesse requiert aussi de s'adresser aux gens dans leur langue. Il est dit dans le Coran, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Le discours religieux doit également mettre en avant la vocation universelle de l'islam. Il faut prôner la fraternité dans sa dimension humaine, mettre l'accent sur les liens profonds d'égalité et de fraternité unissant tous les êtres humains. Le discours religieux présente des disparités quant aux méthodes de communication qu'il emploie. Il faut être très attentif pour que le discours religieux ne se transforme entièrement en discours d'apeurement. Au lieu de provoquer dans les cœurs un sentiment de crainte vis-à-vis de Dieu et une motivation à accomplir le bien, un tel discours provoque le dégoût et le rejet vis-à-vis des prêches, voire vis-à-vis de la religion. Le prédicateur doit donc diversifier son discours, de sorte qu'il inspire le désir de bien faire et la peur de mal faire. Il doit pouvoir entretenir l'espoir et la crainte. Finalement, l'appel à la modernisation du discours religieux désigne en premier lieu un discours en accord avec son temps, sans renoncer aux fondements et aux principes de notre foi. De retour à cette édition de la culture religieuse, mon invité, Dr Kamal Kadallah, professeur à l'université d'El Azhar. Dr Kamal, est-ce que tout un chacun peut être prédicateur de l'islam? Quelles sont les conditions pour être prédicateur ou quelqu'un qui prêche la religion? En fait, malheureusement, on fait toujours amalgame entre, par exemple, prêcher l'islam ou faire le prosélytisme de l'islam, c'est-à-dire basé sur les connaissances spécifiques. Chacun de musulmans pourrait être un prêcheur de l'islam, pourrait prêcher l'islam de par ses comportements, sa conduite et ses attitudes et ses entretiens avec les autres. Donc s'il s'entretient d'une façon très correcte avec les autres, donc il va présenter une image tout à fait adéquate sur l'islam et par conséquent il pourrait attirer des partisans, des nouveaux suivants à l'islam. Mais faire la prédication, c'est-à-dire dans son sens scientifique et académique, étant donné que tout est devenu un professionnalisme pour le moment, c'est autre chose. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'on est des prêcheurs, mais on n'est pas des savants. Ouais. Donc c'est tout à fait c'est logique. C'est pas logique, c'est curieux. Si vous êtes, ou bien si vous voulez vous déclarer prêcheur de l'islam, donc il faut être éminent, il faut être savant, il faut être érudit avant tout, parce que dans le Coran, par exemple, le prophète, il est ordonné de dire قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Il faut dire que c'est mon attitude, c'est mon parcours. Je prêche les gens à croire en Dieu, mais d'après une connaissance solide, c'est-à-dire d'après une optique épistémologique et ontologique. Donc c'est l'essentiel. Donc il ne faut pas séparer da'iya de alim. Un prêcheur, c'est avant tout un savant. Donc se contenter par exemple de lire n'importe quel livre peut-être d'exhortation passagère comme ça et se déclarer, je ne sais pas, da'iya ou bien prêcheur, je crois que c'est devenu une sorte de, par exemple, je ne sais pas comment dirais-je, mais une sorte de passe-temps pour beaucoup. Oui, et c'est très important de souligner cette notion de savant, cette notion de savoir, puisque malheureusement, à cause des prêcheurs, de ces faux prêcheurs ou faux prédicateurs, nous avons des phénomènes d'extrémisme, de radicalisme qui amènent donc au terrorisme, comme on peut le voir. Normalement, oui, dans une étape, il va aboutir à une sorte d'intégrisme au moins, pour ne pas dire terrorisme, oui, parce qu'en fait il y a des classifications là-dedans. Tu pourrais tomber sur par exemple ce qu'on appelle le salafisme djihadiste, le salafisme scientifique, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs classifications là-dedans, oui, ou bien des catégorisations en fait. Malheureusement maintenant on est en présence de plusieurs gens qui ont
rien fait de formation azharienne, par exemple, c'est-à-dire académique. Ouais. Moi, ce n'est pas par fanatisme qu'on dit cela. Mais si vous voulez... Parce que Al-Azhar, il faut le rappeler, c'est l'institution académique, religieuse ou de référence de base. Est-ce qu'il y en a d'autres, docteur? Est-ce qu'il y a vraiment que Al-Azhar? Il y a aussi l'université de Cordoue, je crois, l'Arabie Saoudite. Oui, de Farouyine, par exemple, au Maroc, mais l'Arabie Saoudite, mais en quelque sorte, parce que l'Arabie Saoudite, c'est plutôt local que universel. Ils ont, par exemple, des croyances et des convictions qui sont tout à fait, par exemple, susceptibles à être appliquées facilement dans une société saoudienne, oui, pour ne pas dire, excusez-moi, nomade, mais dans une atmosphère égyptienne qui est tout à fait ouverte, par exemple, qui pourrait, par exemple, se pencher sur les autres, comme ça, tout à fait multiculturel, par exemple, multi-ethnique, comme dans la société française. C'est tout à fait différent. Par exemple, en Égypte, on parle de l'Égypte, par exemple, on parle d'Égypte, donc lorsqu'on parle d'Égypte, c'est l'Azhar, normalement. C'est l'institution académique. Parce qu'en France, vous n'êtes pas, par exemple, apte à devenir un des personnels de la direction publique, à moins que tu fasses, par exemple, l'ENA, École nationale d'administration. Ouais. Donc, c'est tout à fait académique. Vous ne pouvez pas, par exemple, enseigner à l'université sans que vous soyez professeur. Donc, c'est normal. Lorsqu'on dit qu'il faut être gradué, diplômé de l'Azhar, je crois que c'est tout à fait, ça correspond bien aux normes, aux exigences universelles de l'étude. Malheureusement, il y a des gens qui étaient, je ne sais pas quoi, comptable, chef comptable, peut-être ingénieur, peut-être quelqu'un qui a fait qui n'est pas formé, qui ont laissé leur barbe, je ne sais pas, prendre un costume, par exemple, à la saoudienne ou bien à l'Afghanistan. Un costume traditionnel, oui. Traditionnel. Et tout simplement, ils sont devenus des prêcheurs. Je ne sais pas par quelle exigence ou bien par quelle norme, par exemple, ils sont devenus ainsi. C'est le problème. Est-ce que j'ai le droit en tant que musulman, par exemple, je ne sais pas, je ne vous connais pas, par exemple, et vous venez me dire, Ahmed, je viens t'enseigner l'islam. Est-ce que moi, en tant que musulman, j'ai le droit d'imposer la question, mais au fond, qui êtes-vous pour me dire que vous allez m'apprendre l'islam? Est-ce que j'ai le droit de dire ça en tant que musulman, et même en tant que non-musulman? Ah oui, le musulman a tout le droit de poser n'importe quelle question pour connaître qu'est-ce que ça veut dire l'islam, en fait, avant tout. Je reprends. C'est-à-dire que vous parlez de l'importance d'être savant dans l'islam, de connaître, de savoir l'islam. Oui. Donc, vous, je ne vous connais pas. Je sais que vous avez été professeur, mais je ne vous connais pas. Oui, et là, c'est le droit de lui dire quelle carrière vous avez effectuée. Voilà, d'accord. Normalement, vraiment se renseigner sur la personne qui vient nous dire « je prêche l'islam ». Oui, soyez sûr qu'en Occident, on va lui poser cette question. C'est préalable. Parce qu'en France, tu connais très bien le monde. Et je vous rappelle une anecdote très très lamentable en fin de compte, parce que j'avais fait un accident de voiture, donc on est venu me rapporter, m'emporter à l'hôpital. Donc ils ont causé avec moi pour connaître que je n'ai pas perdu connaissance. Donc on m'a posé la question pourquoi il y a beaucoup de monde autour de vous, messieurs, alors que ce n'est pas habituel en France. Je leur ai dit, parce que moi je suis leur imam. On dit imam, c'est-à-dire quoi? C'est comme le prêtre dans l'église. Je lui ai dit en quelque sorte. Bon, on m'a posé des questions sur l'islam pour presque une demi-heure. En fin de compte, ils m'ont dit une chose tout à fait lamentable. Ils m'ont dit que si l'islam est assez présenté en France, la France pourrait devenir un Oui, parce que triste, c'est pourquoi? Parce que même si je présente un discours qui pourrait être bien accueilli en France, donc les autres, qu'est-ce qu'ils font? On m'a posé une question lors de mon retour en France, c'est aussi toujours sur votre chaîne. Est-ce que l'Azhar est bien présent en France? Je leur ai dit malheureusement non, c'était quelque chose d'individuel que j'ai effectué. Donc on va poser la question à quelqu'un. Donc quelle carrière vous avez fait, monsieur, pour venir nous exhorter en islam? Donc c'est tout à fait normal. Vous avez tout le droit de lui poser la question. Donc d'après quels critères vous, par exemple, récupérez le droit de venir nous parler sur l'islam? Est-ce que vous avez fait des études islamiques? Donc pour la crédibilité. Ce n'est pas suffisant de lire le Coran, de connaître. Il faut vraiment qu'il était formé. Lire le Coran. Comment interpréter le Coran?
Il y a des critères. Oui, il y a des normes, normalement. Parce que il y a des règles d'interprétation peut amener à l'extrémisme ou au radicalisme. Quand on l'interprète mal. Parce que malheureusement, par exemple, il y a aussi une catégorie, parce qu'ils sont des diverses catégories. Les nouveaux prêcheurs, enfin les faux prêcheurs, d'après l'expression que vous venez d'énoncer. Il y a des gens, par exemple, qui ont déjà mémorisé par cœur une bonne quantité de hadiths de prophètes. Mais ils n'arrivent pas à comprendre en quel contexte, en quelles circonstances il était, par exemple, énoncé ce hadith. Et par conséquent, elle l'interprète d'une façon très très incorrecte. Il y a des gens, par exemple, qui précèdent à lire n'importe quel livre. Et des livres, ils pourraient être, par exemple, des livres qui ne sont pas de bons livres, mais qui étaient refutés par d'autres livres. Elles ne connaissent pas, par exemple, comment extraire les preuves sur n'importe quelle clause, n'importe quelle règle de la législation islamique. Donc, ils n'ont pas ce qu'on appelle le fiqh, la compréhension, c'est d'après l'expression juridique, la doctrine. Ils n'ont pas la doctrine, c'est-à-dire la méthode de réfléchir. Donc je vous dis une chose très, très importante. On a commencé à apprendre le fiqh, à apprendre par exemple la théologie, à apprendre l'exégèse et la hadith, norme de hadith, à partir de la première année de l'école préparatoire de l'Azhar. Donc on a passé combien d'années à étudier l'islam? 3 ans pour l'école préparatoire, 4 ans pour le bac. 4 ans, c'est pas 3 ans. Et 4 ou 5 ans pour l'université. Il y a également 11 ans là. Oui, un long parcours. Comment brûler les étapes d'un long parcours comme ça, dans quelques mois, on va procéder à lire n'importe quel livre. Donc en fait, c'est tout à fait anodin. En fait, c'est rien du tout avec la carrière académique, avec les exigences en fait d'être prêcheur de l'islam. Vous n'êtes pas, par exemple, convaincant ici en Égypte. Comment vous adressez à l'Occident? Cet Occident, en fait, qui a passé de longs parcours, en fait, un long parcours pour former sa conscience. Il faut lire le livre monumental de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne. Comment la conscience européenne était formée? Il a passé des moments très très difficiles. Et en fait, il est basé sur la philosophie, le bon raisonnement, le rationalisme. Donc pour s'adresser à lui, il faut qu'on soit très bien équipé. Équipé par quoi? Par des connaissances tout à fait spécifiques et basées sur la logique. Très bien, Dr Kamal, nous allons faire une pause. Je vous propose un petit reportage sur ce qu'on appelle le palais Al-Keretreya. Exactement, et on revient après ça. La maison d'El-Keretliya se trouve au côté est de la mosquée de Ahmed ibn Touloun, dans la région de Sayyida Zainab au Caire. Une des maisons antiques du Caire les plus distinguées, Beit El-Keretliya est considéré comme un chef-d'œuvre architectural, représentant l'art ottoman au XVe siècle, reflétant en même temps son influence par des traits européens. Beit El-Keretliya est une des 2 maisons qui se trouvent l'une en face de l'autre et remonte à l'époque ottomane. La première des 2 maisons a été construite en 1631 par un des notables du Caire, Mohammed Salim Ghilman El-Gazzar, un des membres de la famille de Ahmad Pacha El-Gazzar, le gouverneur d'Acre, qui a lutté contre la campagne de Napoléon Bonaparte contre la Syrie. Plus tard, la propriété de cette maison a été transférée à une femme de l'île méditerranéenne de la Crète, d'El-Keretliya. Cette maison est l'un des monuments islamiques les plus distingués au Caire. Elle reflète la magnificence de l'architecture islamique et ses traits caractérisant les édifices de résidence, notamment à l'époque ottomane.
cette édition de la culture religieuse. Je suis avec vous, Ahmed Hosni, mon invité, et Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université de l'Azhar et qui était imam donc en France. Docteur Kamal, quelles étaient les spécificités de votre mission, surtout parmi les jeunes musulmans, en disant en reconversion, de retour à l'islam? Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? En fait, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Premièrement, le fait que il y a pas mal de jeunes qui ne savent même pas parler l'arabe. Et par conséquent, on n'arrive pas à bien lire le Coran et connaître aussi mon discours. Donc, la nécessité, une nécessité tout à fait. D'apprendre l'arabe déjà. Oui, non seulement d'apprendre l'arabe, mais pour moi, par exemple, j'ai commencé par moi, je suis francophone, il n'y a aucun problème, mais je me trouve dans l'obligation de connaître même les dialectes, les divers dialectes arabes. Par exemple, la dialecte tunisienne, algérienne et marocaine. Oui, je le parle en fait exactement jusqu'à présent. Même par exemple les dialectes de Pied de Levant. Je trouve également qu'il y a cette rupture entre les jeunes et leurs parents, parce que leurs parents, ils étaient analphabètes en bonne partie, ils n'avaient pas une culture très ferme. D'éducation. Oui, ils n'ont pas reçu d'éducation. C'était simple ouvrier importé par la France de leur pays d'origine pour travailler comme des ouvriers pour construire l'Europe après la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Et par conséquent, leurs enfants, ils ont reçu de bonnes équipes d'éducation. Donc il y a cette rupture entre les deux générations. Par exemple, même pour les parents. Les parents n'étaient pas très bien au courant de comprendre, par exemple, l'arabe classique. Lorsqu'on donnait le discours avec l'arabe classique, ils n'arrivent pas à comprendre. Lorsqu'ils avaient des interrogations, ils n'arrivent pas, par exemple, à transmettre leur message à l'imam, parce qu'ils parlent dans leur dialecte local et indigène. Donc, c'était une obligation pour moi de connaître leur dialecte pour être très bien accueillis par eux. Parce que si vous n'êtes pas, par exemple, désirés et favorisés par les éditeurs, alors ils ne vont jamais s'adresser à votre discours. Donc j'ai trouvé également aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas que les boissons alcooliques sont interdites, par exemple. Il y a des jeunes qui vivent une relation extramaritale, oui, ils le disent, oui. Donc c'est vous lui donner la confiance, il va parler franchement. Oui. Donc il faut qu'il ait la confiance premièrement, il faut qu'il ait aussi la confiance que vous êtes, en fait, que vous êtes soucieux de résoudre son problème. Il y a même des problèmes très délicats, en fait, même des problèmes qui touchent la vie conjugale, la vie intime, aussi par exemple des problèmes de ménage de la maison. Donc il y a par exemple des différends d'ordre familial, il y a par exemple des conflits entre, je ne sais pas, Marocains, Algériens, Tunisiens. Donc vous êtes un peu aussi l'assistance sociale, quoi. Oui, donc je me construis non seulement un imam. Mais en fait, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, c'était plutôt un manque total de connaissance de l'islam et dans la jeune génération, à cause de parents peut-être qui n'ont pas le même état d'esprit ou disons le contact nécessaire avec leur enfant, c'est ça? Oui, normalement, il y a tout ça, en fait, il y a tout cela. Et docteur Kamal, ce qu'on ressent, ce qu'on retrouve dans les cités, surtout en France, c'est un islam plutôt radical. D'où vient ce phénomène et comment le régler? Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, cette rupture épistémologique ou bien de compréhension, de bonne entente entre les parents et les enfants a laissé en fait une lacune à combler. Mais à combler, ça coûte aussi du temps, ça coûte par exemple de l'argent pour faire venir des imams qui pourraient instruire les gens d'une façon tout à fait adéquate et appropriée. Mais malheureusement, c'est celui qui par exemple, qui paye le joueur, c'est celui qui choisit la mélodie, d'après l'expression anglaise. Il y a certains pays de golf qui ont financé des mosquées, qui ont financé aussi des imams, qui ont envoyé des imams tout à fait salafistes, wahhabites, je ne sais pas quoi, et en fait qui ont exercé une grande influence sur la jeunesse musulmane là-bas. Et surtout ce qu'on appelle al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'allégeance et d'être tout à fait en fait conforme. C'est-à-dire en fait de s'entretenir avec les gens
sur la base d'être avec nous et être contre nous, c'est-à-dire d'après la théorie de Bosch, de George Bosch II, Bosch le fils. Donc, si vous êtes musulman, alors vous êtes mon allié. Si vous êtes non musulman, vous êtes mon ennemi. Donc, même les imams qui étaient là-bas, qui prêchaient l'islam, ils étaient plutôt communautaristes, quoi. Oui, communautaristes, oui, et sectaristes, si vous voulez, malheureusement. Donc, en fait, cette distance laissée par la France, avant tout, hein, je dis par la France, pas seulement par les musulmans, a donné libre cours aux habitants de Pays de Golfe de venir investir leur islam d'après leur optique, qui peuvent être optiques tout à fait bon, il n'y a aucun problème, mais qui convient plus leur société que la société française. C'est une société multiculturelle, multi-ethnique, tout ça. Donc cette société exige un autre type, une autre catégorie en fait de prêcheurs. On a parlé beaucoup avec les structures françaises pour octroyer, même accorder plus d'attention à la constitution de mosquées. Par exemple, à la nomination de prêcheurs qui peuvent prêcher la modération de l'islam, juste au milieu de l'islam, mais malheureusement, il y a toujours de sortes d'oreilles. Ouais, mais le problème, c'est aussi la France, le concept de laïcité en France, ce n'est pas de se mêler des affaires religieuses. Ce n'est pas sacro-saint. Alors est-ce que, oui, mais est-ce qu'on pourrait... Alors, donc, en fait, vous préconisez que l'islam soit, que ce soit régi par vraiment une instance, mais il y a le culte, donc l'organisation du culte musulman qui est là-bas, ce n'est pas suffisant? Ils sont peut-être, en ce qui concerne le nombre, elles sont suffisantes, c'est pas mal, mais elles ne sont pas plus efficaces. Et il faut dire quelque chose aussi, moi, c'est un témoignage. Plus de 95% des musulmans sont modérés en France. Oui, bah bien sûr. Oui, les radicalistes, ils peuvent être très très rares dans n'importe quelle région. Et ça existe partout. Oui, ils ont toujours l'objet des offensives de la part de modérés que leur qualifie d'incompréhension, par exemple, peut-être d'obscurantisme. Et donc, ils ont toujours la cible de plusieurs attaques parmi leurs coreligionnaires. Donc, l'extrémisme n'aura pas un avenir en France, mais à condition que, premièrement, les musulmans, aussi, ils pourraient avoir leur entité prédicative à leur compte parce qu'ils dépensent beaucoup. Donc, si on fait une sorte de circonscription, cotisation par exemple, qui pourrait être imposée aux grands hommes d'affaires musulmans là-bas pour payer les imams, pour par exemple financer les mosquées. Et deuxièmement, il faut l'appui de la part du gouvernement français sur n'importe quel logo, n'importe quel titre, assistance sociale, je ne sais pas quoi. Donc on n'est pas obligé de dire que c'est un imam. Quelqu'un qui vous préconisez donc qu'il soit formé dans de grandes universités à l'instar de l'Azhar, c'est ça? Normalement, il faut un accord entre l'Azhar et la France pour bien fermer les Alors, oui, donc c'est un débat diplomatique, si je puis dire. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, merci à vous, Dr Kamal Kadala. Vous êtes donc professeur à l'université de l'Azhar. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. J'étais avec vous, Ahmed Hosni, pour cette édition de la culture religieuse. Au revoir.